Mon intervention aujourd'hui va essayer de retracer à grands pas, je vais essayer d'aller très vite et de respecter le temps qui a été donné, sur le rôle des habitants dans l'histoire du logement social. Le logement social, tel que nous le connaissons aujourd'hui, en France, a toujours été le fruit d'une co-construction, hein. D'aucuns pourraient dire de rapport de force entre à la fois des individus qui appartenaient généralement à la classe ouvrière, hein, des salariés, des industriels aussi, et des penseurs engagés qui appartenaient plutôt à la bourgeoisie, aux possédants, et l'État, et plus généralement les acteurs politiques qui, par le biais de lois structurantes, ont mis en place des outils opérationnels et de financement spécifiques pour le logement, pour loger le logement, pour loger le plus grand nombre de personnes, le logement pour les familles modestes. Les différentes familles du monde HLM actuel, hein, les offices, les coopératives et les entreprises sociales pour l'habitat, les ESH, les SHLM, témoignent de cette triple filiation. Les coopératives, bah, c'est plutôt une filiation habitants-ouvriers. Les ESH, les SHLM, c'est plutôt issu des patrons soucieux du confort de vie de leurs ouvriers dans le cadre de ce qu'on a appelé le paternalisme social, le paternalisme industriel, hein. On pense aux familles Lister de Guise, l'architecte Godin, à la Saline d'Arquessenan, par Claude Nicolas Ledoux, tout ça étant dans les idées du phalanstère de Fourier. Charles Fourier, qui a été un penseur de ce type de dispositif, de cités ouvrières à côté des usines, mais des cités qui étaient autonomes, qui avaient des magasins. Voilà, c'était une petite communauté. On constate aussi que c'est dans les moments un petit peu de crise, hein, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il manque des logements, hein, ou il y a des problèmes de salubrité, d'hygiène, que se développent des nouveaux modes de production de logements accessibles, hein. C'est vraiment dans ces moments de crise, hein. L'exode rural du 18e siècle, du 19e siècle, hein, avec la révolution industrielle qui amène dans les villes énormément de personnes qu'il faut loger, donc qui sont de fait mal logées, hein, et puis et les patrons se disent il faut qu'on arrive à bien les loger parce que sinon les usines ne tournent pas. Il y avait un turnover énorme des ouvriers à l'époque, hein. Il fallait stabiliser les populations. Donc ça vient aussi de là, des considérations à la fois philanthropiques mais aussi très économiques. Dans l'après-guerre aussi, après la Première Guerre mondiale, on a la création des cottages sociaux, j'en parlerai tout à l'heure, et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les castors, hein, on en parlera aussi, et depuis une quinzaine, vingtaine d'années, le renouveau, le revival de ce qu'on appelle l'habitat participatif, en tout cas la participation dans le logement. Autrement dit, la crise, elle est créatrice d'innovation, et c'est dans ce moment que sont inventées tout un tas de structures juridiques, de processus de production innovants qui n'auraient jamais pu voir le jour si le marché, entre guillemets, avait pourvu aux besoins de la population. Et la période que traverse actuellement le monde HLM est aussi une opportunité pour que le monde HLM puisse se réinventer. Bien entendu, il faut aussi rappeler le rôle fondamental des penseurs, hein, on l'a dit, des penseurs politiques, je vais y venir, mais aussi des architectes et des ingénieurs, hein, qui ont été aussi les grands artisans de ces innovations sur le plan architectural, mais aussi sur le plan économique, bien sûr, puisque l'architecture et la construction pèsent beaucoup dans le bilan des opérations. Les prémices. Pour bien comprendre comment apparaissent les premières initiatives en faveur de la production de logements à destination de la classe ouvrière, et j'emploie ce terme donc à dessein parce qu'il faut revenir au début du 19e siècle, quand s'affrontaient deux grands courants idéologiques, hein, qui sont encore présents, le socialisme et le capitalisme. L'une des grandes figures du socialisme anglais, c'est Robert Owen, qui est un entrepreneur, donc c'est un patron, et c'est également le théoricien d'un socialisme utopique, mais c'est aussi le fondateur, hein, du mouvement coopératif, qui essaime alors à travers toute l'Europe. Si on met de côté les coopératives de production, hein, c'est des regroupements de personnes qui font le même métier. À Paris, il y avait des coopératives de bijoutiers, de tout un tas de métiers. Donc si on met de côté cette forme de coopérative, on a des premières coopératives qui s'intéressent à l'alimentation, c'est-à-dire des magasins qui se créent pour avoir des denrées abordables, tout simplement, pour pouvoir acheter à manger à bon prix et de bonne qualité. Et ensuite, très rapidement, ces coopératives se tournent vers le logement parce que manger, c'est le premier besoin, mais ensuite, il faut se loger et les logements n'existaient pas. Et on voit qu'à Manchester, pardon, la Société des équitables pionniers de Rochdale, je ne sais pas comment ça se dit, hein, s'il y a des anglophones, peut-être que aidez-moi, non, vous ne savez pas, Rochdale, donc ça s'écrit Rochdale, a été fondée par 28 ouvriers tisserands qui, après avoir créé la première coopérative de consommation, hein, enfin en tout cas la première sur laquelle on a des documents, crée une coopérative de construction pour loger leurs familles et celles des autres ouvriers. On arrive en France avec ce mouvement coopératif, donc ça essaime un petit peu partout en Europe de l'Ouest. On arrive en France avec, à Mulhouse, avec la Somco,
les précurseurs des ESH, des entreprises sociales pour l'habitat, des SAHLM. C'est à Mulhouse qu'on les trouve avec deux sociétés philanthropiques, la Société industrielle de Mulhouse, créée en 1826, et la Société mulhousienne des cités ouvrières, la SOMCO, créée en 1853 et qui existe encore. Même principe que la Société pour l'amélioration du sort de la classe ouvrière britannique. Là, le rendement est abaissé à 4% par an, mais c'est la même chose. Et les ouvriers remboursent leur logement en moins de 15 ans. Donc la SOMCO, c'est vraiment l'ancêtre des SAHLM. On pourrait même dire que c'est l'arrière-grand-mère de l'OGEO Promotion, en quelque sorte. Une opération récente de la SOMCO, je fais un petit saut dans le temps, dans le cadre d'une opération qui s'appelle la Cité Manifeste. La SOMCO a continué à être innovante pendant tout le XXe siècle. Là, la Cité Manifeste, on est en 2002. Différents grands architectes on demande à différents grands archis, Jean Nouvel, Shigeru Ban, Duncan Lewis et les Lacaton Vassal, d'essayer de réinventer ce que c'est que le logement social. Et les Lacaton Vassal, qui viennent de remporter d'ailleurs cette année le prix Miss Van der Rohe pour une réhabilitation d'un immeuble de grande barre à la Cité du Grand Parc à Bordeaux. Donc, ce sont des architectes extrêmement talentueux. Ils proposent donc ce type de logement. Alors, à voir comme ça, on ne dirait pas que ce sont des logements, mais leur prouesse, c'est d'arriver à faire de très très grands logements en conservant des loyers extrêmement faibles. Et ces logements, il y a des T3, donc là c'est l'intérieur d'un logement. Ça c'est un espace en fait qui n'est pas compté dans la surface du loyer parce que c'est un espace qui est semi-extérieur. On vient l'habiter à mi-saison et quand on y va, on met un pull quand il fait froid, voilà. Mais on arrive à avoir des T3 de 180 mètres carrés pour un loyer calé autour de 400 euros. Voilà, ce sont de petits loyers avec des surfaces phénoménales. Donc la SOMCO est restée très innovante dans sa production. Autre exemple, là on revient à la fin du 19e siècle, avec cette opération de maisons individuelles mitoyennes qui sont parmi les toutes premières à être financées grâce à la loi Siegfried. Je vous parlais des grandes lois, la loi Siegfried du 30 novembre 1894 qui crée les habitations à bon marché. Alors c'est une société coopérative de construction d'HBM, le Coin du Feu, qui a la particularité d'avoir été créée sous l'impulsion d'un industriel de Saint-Denis, Charles Leven, et de Jules Rivette, mécanicien de Saint-Denis lui aussi, et qui était très actif dans le mouvement coopératif de Saint-Denis. Les cofondateurs de cette société sont pas des patrons. Là, on le voit, il y avait Leven, mais il y a des mécaniciens, des corailleurs, des chauffeurs, des polisseurs, des employés ou des comptables. Donc là, on a une société où les patrons et les ouvriers et les salariés se sont rassemblés pour créer de l'habitation à bon marché. Preuve du caractère innovant de la production de cette coopérative, en 1900, sa production, ses premières 46 maisons en accession à la propriété, reçoit la médaille d'or de l'exposition universelle dans la section économie sociale. On saute quelques années, on arrive autour du début du XXe siècle. La loi Bonnevet. Alors là, c'est une illustration d'une habitation à bon marché qui est entre les rues Borrego et les rues du Télégraphe à Paris. La loi Bonnevet, elle complète la loi Siegfried et instaure un véritable service public du logement social en permettant de créer des offices d'habitation à bon marché qui peuvent bénéficier de prêts de l'État avec un financement bonifié de 3% à l'époque. C'est la première étape aussi, cette loi, qui vise à renforcer la légitimité de la société civile dans la gestion des sociétés d'habitation HBM, qui étaient avant concentrées dans les mains des collectivités et de l'État et de ses représentants, c'est-à-dire le préfet. Et là, on voit la possibilité d'avoir 2 représentants de locataires dans le conseil d'administration d'une HBM. Donc les locataires font leur entrée dans la gestion des HBM. Malheureusement, cette loi, combinée à la faiblesse de la production des HBM au début du XXe siècle, n'a finalement que peu d'effet sur la place des locataires dans la gestion des offices. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce que demande l'UCL à l'époque, l'UCL, qui est l'ancêtre de la CNL, la Confédération nationale du logement. À l'époque, la CNL ne demande absolument pas, c'est un syndicat de locataires, la CNL, qui se concentre d'abord sur la défense des loyers par le biais de luttes syndicales. Dans l'entre-deux-guerres, les bailleurs, même sociaux, restent avant tout pour la CNL des ennemis coupables de rançonner les locataires sur les loyers et les charges. Donc on voit que ce syndicat de locataires, il a une position qui est encore extrêmement défensive.
On vient quand même à la CNL parce que c'est très important dans l'histoire du logement social. Là, on voit une photo, une manifestation à la fin des années 70 à Bordeaux, sur voilà, une délégation d'une cité qui s'appelle le Grand Caillou. Un petit point sur la CNL, donc ça a été créé en 1916. Pendant la guerre, hein, il y avait de vraies pénuries de logements. Et puis on payait le logement à la semaine, hein, à l'époque. C'était très compliqué d'être locataire. On pouvait se virer du jour au lendemain. Donc l'Union confédérale des locataires de France et des colonies défend les locataires contre les hausses de loyer. Elle est interdite par Pétain en 1939 parce que trop proche de la sphère communiste. Hein, c'était quand même des rouges, hein, la CNL, différentes tendances de rouge, mais en fait c'était quand même très rouge. Elle se reconstitue à la Libération en 1946, élargit progressivement son champ d'intervention pour traiter de tout ce qui a trait au logement dans le domaine public ou privé. Elle devient donc la CNL, Confédération nationale des locataires, des usagers de l'eau, du gaz et de l'électricité. Et ensuite, elle s'ouvre aux personnes accédant à la propriété en 1973 et devient la Confédération nationale du logement. Son slogan à l'époque, qui mieux que les locataires sont à même de connaître les besoins, de gérer dans l'intérêt de tous les usagers, sinon les usagers eux-mêmes. Donc là, ce slogan, il est intéressant parce qu'on peut faire une petite digression avec ce qu'on voit aujourd'hui, hein, l'apparition de la notion de maîtrise d'usage, la maîtrise d'usage qui désigne les actuels ou futurs habitants ou usagers finaux des lieux qui vont être construits ou réhabilités. En clair, c'est tous ceux qui seront concernés par le projet. Cette notion dérive de la notion de maîtrise d'ouvrage et de la notion de maîtrise d'œuvre, hein, bien évidemment. Alors, le rôle de la maîtrise d'usage est de placer l'utilisateur final, expert de son vécu et de son mode de vie, au cœur de la conception du projet, par l'expression précise de ses besoins, ses attentes et de ses pratiques propres. Le tout prend la forme d'un cahier des charges des besoins des utilisateurs finaux qui viendra enrichir les autres expertises et non pas s'affronter, c'est vraiment enrichir des expertises architecturales, techniques, juridiques, financières, réglementaires, tout cela, toutes ces expertises qui rentrent dans le processus de fabrication d'un projet. Donc on la trouve très en amont, cette maîtrise d'usage, notamment dans les projets d'habitat participatif. En matière de logement neuf comme de réhabilitation, de plus en plus, les maîtres d'ouvrage aujourd'hui mettent en place des processus de projet qui font appel à la maîtrise d'usage. L'intérêt est double. D'une part, faire en sorte que le projet qui sera vendu ou construit réponde parfaitement aux attentes des utilisateurs finaux. D'autre part, s'assurer aussi que les investissements et les choix technologiques et architecturaux qui vont être faits dans le projet correspondent véritablement aux besoins. Hein. De nombreuses études ont montré, que ce soit dans le neuf ou dans la réhab, que des écoquartiers qui devaient être performants sur le plan énergétique, en fait, se révélaient assez inadaptés parce qu'on n'avait pas pris en compte assez la façon dont vivaient les habitants. Et à mon sens, il serait vraiment erroné de concevoir la maîtrise d'usage comme un contre-pouvoir. Hein. Elle ne serait d'ailleurs absolument pas légitime à empiéter sur le rôle d'un architecte ou du maître d'ouvrage. Hein. Ce n'est pas du tout le même point de vue. La maîtrise d'usage, elle peut aussi parfois exprimer des attentes contradictoires. Hein. Tous ceux qui ont fait des réunions avec des habitants peuvent penser que parfois on demande tout et son contraire. Mais tout projet étant par nature un processus de création contraint, nécessite de faire des choix et d'atteindre des consensus afin de trouver l'équilibre entre les attentes et les contraintes de chacune de ces parties prenantes. Donc c'est vraiment en mettant chacun ses contraintes et ses objectifs au milieu de la table qu'on arrive à faire de jolis projets, et la maîtrise d'usage est de plus en plus reconnue comme un acteur légitime de ce processus de conception. On revient un petit peu en arrière, excusez-moi pour ces va-et-vient, avec les cottages sociaux. Les cottages sociaux, c'est un peu les ancêtres des castors. Hein. Je parlerai des castors juste après. Ce sont des groupes qui ont construit des maisons tout seuls avec leurs petits bras, sous l'impulsion d'un type assez génial qui s'appelle Georges Knapp, qui est une espèce on l'appelait l'homme aux 80 métiers. Il a été guérisseur, il a inventé des motos, et il était un des premiers à posséder une automobile. Enfin, il a inventé énormément de choses, y compris la maison électrique, hein, puisque à l'Expo universelle de 1937, il présente la première maison électrique, hein, qui préfigure la domotique d'aujourd'hui. Donc Georges Knapp, il avait imaginé un processus de construction, une organisation de chantier, un financement et une répartition des rôles de chacun sur le chantier, de telle manière à ce que n'importe quel habitant, même non spécialiste, puisse construire sa maison. Et de fait, jusqu'en 1940, plus de 1000 maisons vont être construites grâce à son impulsion en 22 opérations, qui sont implantés principalement dans des communes industrielles. Et les ouvriers travaillaient le dimanche et les vacances pour construire leur maison. Et c'était, à l'époque, ils privilégiaient le béton, qui n'était pas un matériau qui était très utilisé encore dans la construction.
On en vient au castor, puisque là, c'est vraiment l'aboutissement, le summum de l'implication et de la participation des habitants, avec une expérience d'autoconstruction coopérative fondée sur le principe de l'apport-travail. Donc là, on va un petit peu plus loin qu'avec les cottages sociaux, parce que ça a été institutionnalisé. Bon, c'est vraiment une réponse militante, là, hein, les castors, de différents mouvements politiques et sociaux et confessionnels aussi à la crise du logement. Le premier lotissement, c'est celui de Pessac, c'est celui que vous voyez ici, qui a été bâti entre 48 et 51. Ce sont 150 maisons avec des équipements collectifs, une coopérative alimentaire, une salle de réunion, un atelier, un château d'eau, une bibliothèque. Ils ont fait le château d'eau tout simplement parce que le maire, comme il y avait pas mal de rouges, il y avait aussi la jeunesse ouvrière chrétienne, il y avait des gens de la CFDT, enfin tout ça c'était à la fois milieu catho et très engagé politiquement. Le maire n'était pas du tout de ce bord-là et leur a refusé, de leur donner l'eau. Donc ils ont construit eux-mêmes leur château d'eau, ils ont fait un puits, ils ont construit leur château d'eau. Et le château d'eau est encore en fonction aujourd'hui, il marche toujours, et ce sont toujours les castors, l'association des castors qui l'entretient. Alors, ce qu'il faut savoir, je disais, c'est que le principe de l'apport-travail, c'est très important. Quand on est un ouvrier, on n'a pas un gros salaire, ou quand on est un salarié, on n'a pas un gros salaire. Et quand on veut acheter sa maison, il faut toujours un apport. Généralement, à l'époque, c'était 20% d'apport. Et quand on n'a pas cet apport, du coup, on ne peut pas acheter sa maison. Et ce qu'ont fait les castors, de manière extrêmement culottée, ils ont pris le train, c'était à Bordeaux, hein, Pessac, c'est une commune qui est près de Bordeaux, ils ont pris le train, ils sont allés à Paris, ils ont fait le siège devant le bureau du ministre, ils ont dit on partira pas de là tant qu'on n'aura pas été reçu. Et ils ont obtenu un rendez-vous, ils ont attendu toute la journée. Le ministre les a reçus à la fin de la journée, vers 18h. Et ils ont dit, voilà, nous, on n'a pas d'argent, mais on a des bras. Et on est prêt à s'organiser de manière extrêmement précise et de manière stricte, et c'est ce qu'ils feront, pour que notre travail soit valorisé. Et le ministre, qui n'était pas, pas très convaincu, et puis il n'était pas très convaincu par la forme architecturale. Lui, il était plutôt sur des grands ensembles, des bars et tout ça déjà. Donc il a dit, bon, ok, d'accord, vous m'avez l'air très motivé, ok, on y va. Et il a permis la création de cet apport-travail dans le cadre du statut des coopératives HLM. Et voilà. Et c'était une grande victoire parce que ça a permis à beaucoup de gens de se loger. Les castors, il faut savoir que c'est 30 000 logements, hein, qui sont construits dans le cadre de l'Union des castors de 1948 à la fin des années 50. Hein. C'est une production annuelle de 2500 logements. En titre de comparaison, les coopératives HLM aujourd'hui, c'est 5000 logements par an, hein, production de 2017. Donc des castors, ce sont des gens qui ont autoproduit, autoconstruit leur maison. Ils assuraient la moitié de la production actuelle des coopératives HLM. Parallèlement, il y a une loi en 1947 qui rend obligatoire la participation, même à un niveau réduit, de locataires dans les conseils d'administration des offices. Donc là, ça fait un petit peu changer le positionnement des associations de locataires. Voilà, je vais venir. Bon, je vais passer peut-être très très vite. Enfin, là, c'est Claude Massu, c'est un personnage important aussi. C'est la Confédération nationale du logement et Pompidou. Grosso modo, si je le fais très simple, Pompidou annule la participation des locataires au conseil d'administration des offices. Donc évidemment la CNL, ce qui était assez drôle, c'est que la CNL, qui était plutôt un syndicat de lutte, qui était plutôt contre, du coup, quand Pompidou annule ça, il revendique la participation et il revendique d'être un coacteur de la gestion des offices. Donc en fait, il se repositionne, il revendique même en reconstruisant un petit peu l'histoire, en disant, voilà, de tout temps, la CNL s'est battue pour qu'on puisse aller co-gérer les offices. Voilà. Et autre date importante aussi et action du Pompidou, c'est ce qu'on a appelé, ce que le monde coopératif a appelé la loi scélérate d'Albin Chalandon en 71, qui met fin en fait à la location-attribution des coopératives d'habitants. En fait, ça signe le décret de mort des castors en fait. Et à partir de là, il ne pourra plus y avoir d'apport-travail dans les coopératives. Alors là, il y a quelques textes. Bon, je vais pas les dire, mais grosso modo, l'idée, c'est que plus ça va, plus on avance dans le temps, plus la place des locataires est reconnue dans les instances de décision de toute la famille des acteurs du logement social. Et je voudrais très rapidement arriver à l'habitat participatif, qui est une autre tendance aussi de la participation des habitants et des usagers à la création de leur mode de vie. Donc l'habitat participatif, c'est la loi Allure.
C'est la loi Allure donc qui crée deux outils juridiques pour pouvoir concevoir, financer des projets en habitat participatif. Bon, il faut savoir que ces outils ne sont pas très opérationnels et que les gens, là encore, ils innovent, c'est-à-dire que ceux qui font de l'autopromotion bricolent des statuts de coopératifs existants ou de sociétés civiles immobilières. Voilà, c'est toujours. Les gens s'emparent de ces problématiques juridiques et sont très innovants et arrivent vraiment à tordre dans la légalité, mais à tordre des statuts pour arriver à leur fin. La question la plus importante, c'est le financement. Comment on se finance, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut dire à la banque pour qu'elle nous prête de l'argent? L'habitat participatif aujourd'hui, qu'est-ce que ça pèse? Combien de divisions? Il y a autour de 700 projets aujourd'hui, 700 projets en France, dont à peine 200 qui aboutis. Il y en a qui sont en réflexion, il y en a qui sont en études. Voilà. Bon, les projets ne sont pas de qualité, j'allais dire égale, en tout cas en termes de maturité, en termes de visibilité sur le montage financier et juridique. Voilà. Mais en tout cas, c'est une tendance forte, et de plus en plus, on voit sortir dans les appels à projets, dans des consultations, des villes qui veulent de l'habitat participatif. Voilà, il y aura ici une opération d'habitat participatif. On voit aussi tout un tas de promoteurs qui répondent à ces consultations, qui mettent l'habitat participatif dans leur programmation comme distinction, en se disant, si je mets une opération d'habitat participatif, peut-être que je vais me démarquer par rapport à mon concurrent qui n'en aura pas proposé. Voilà. Oui, juste cette phrase de Nelson Mandela, très rapidement: tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. C'est un peu fort comme phrase, mais ça veut dire aussi que voilà, les choses doivent être faites avec ceux à qui ça doit profiter. Grosso modo, c'est ça. Et au cœur de l'habitat participatif, il y a ça. Oui, je voulais vous dire aussi que l'habitat participatif donc revit depuis une vingtaine d'années et on voit, donc je vous l'ai dit, des collectivités, des territoires qui en demandent, et on voit aussi apparaître dans la promotion privée des processus de participation, en particulier sur le type et les caractéristiques des logements, mais aussi sur les types de services ou d'espaces partagés souhaités par les futurs habitants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde de la promotion est en train de faire une lente mue pour faire de la programmation de ces opérations à partir de la demande des habitants. Donc ça, c'est aussi extrêmement important, puisque avant, c'était des programmistes, c'était des commerciaux, c'était éventuellement des élus qui analysaient, qui disaient, voilà, on a besoin de tel type de logement, tant de T1, tant de T2, tant de T3, tant de T4, tant de T5. Généralement, c'était pas toujours en phase avec les besoins réels du territoire. Et là, ça va plus loin, puisqu'on peut adapter son logement, on peut adapter, on veut une salle de sport, on veut une piscine, on veut un jardin, on veut... Voilà. Et quand l'économie du projet le permet, on a de plus en plus d'opérateurs qui font l'effort d'arriver à coller au plus près des demandes.